Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier rapport de Coinbase qui vient de sortir et qui parle d'une grosse crypto qui pourrait surprendre au cours des prochains mois. On va aussi parler de piratage, encore un piratage, ça s'enchaîne là ces derniers jours. Je vais vous parler de Chainlink, une très bonne nouvelle autour de Chainlink qui a fait fortement augmenter le cours de cette crypto. On va parler de plein d'autres sujets, vraiment il s'est passé pas mal de choses ces dernières 24 heures. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. Et tout de suite, le cours des crypto-monnaies, la hausse continue. Bitcoin, 67 200 $, plus 2% en 24 heures. Ethereum, 3100 $, plus 5,2% en 24 heures. Solana, plus 6%. Bref, la journée a été plutôt bonne pour la plupart des crypto-monnaies. Et on va parler tout de suite du piratage. Je vous ai dit qu'il y a encore eu un piratage, ça s'enchaîne. Cette fois, c'est pump.fun. Pump.fun, c'est un endroit où les gens lancent des shitcoins sur Solana. Ça marche très très bien, ça génère énormément d'argent pour les créateurs et ceux qui lancent des mêmes coins aussi peut-être. Mais pourquoi je vous en parle? Voilà, il vient de se faire pirater et c'est un piratage très étrange. Quand les premières transactions sont sorties, on a vu que c'était en fait la clé privée officielle de Pump.fun qui était utilisée pour réaliser des choses qui étaient pas très nettes. Et au final, on a eu l'info, c'est un ancien employé qui a gardé des accès sur Pump.fun qui du coup pouvait sortir l'argent. Il a fait ça de manière un peu complexe avec des flash loans pour emprunter de l'argent, acheter les tokens et ensuite retirer la liquidité, ce qui devait être mis dans la liquidité. Bref, il a pu sortir 2 millions de dollars. Certains ont parlé de 80 millions de dollars. Mais non, au final, on est bien sur un exploit de 2 millions, donc c'est pas non plus énorme. Pump.fun va pouvoir, on va dire, rembourser. Il n'y a pas de sujet. Ils ont généré plus de 10 millions de dollars, je pense, depuis en un mois. Là, du coup, ça va, ils ont suffisamment d'argent. C'est pas ça qui va créer la faillite de Pump.fun. Mais ça montre que ça continue et encore une fois, on attend des explications sur comment un ancien employé a pu garder des accès sur la plateforme, pourquoi il avait la clé privée. Ça montre encore une fois qu'il y a des problèmes de sécurité sur Pump.fun. On a pu voir les problèmes de sécurité sur AlexLab, etc. Ces deux derniers piratages, AlexLab et Pump.fun, on n'est pas sur des smart contracts qui ont été piratés. On est vraiment sur des clés privées, donc une mauvaise gestion de la sécurité chez ces sociétés-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait les choses un peu n'importe comment. C'est pas du tout censé se passer comme ça. Et on attend une explication détaillée en fait de comment ça s'est passé, pourquoi et comment ils vont faire pour que ça n'arrive plus. Et d'ailleurs le pirate, quand j'ai vu son login Twitter, on voit Stack Overflow, point virgule, j'arrête. Je dis mais ça doit être un Français. En fait, c'est pas un Français, c'est un Canadien. C'est un Québécois même a priori et surtout il est complètement dox. On connaît son visage, on sait qui il est. Du coup c'est complètement fou de pirater son ancien employeur parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font. Ils ont dit que c'était des boss horribles. Bref, mais c'est très étrange. Il va sûrement, probablement finir en prison, même si c'est on va dire que 2 millions de dollars et qu'il a essayé un peu de dire moi je suis un peu le Robin des Bois parce qu'il distribuait ensuite l'argent qu'il avait volé à des personnes de manière assez aléatoire. Notamment les détenteurs de Token Saga et 3 autres tokens. Bref, c'est un piratage assez farfelu et je voulais du coup vous en parler. Ensuite, je vous ai dit la dernière analyse de Coinbase Research sur une crypto, c'est sur Ethereum. Ça vient de sortir. Et selon eux, ils disent en fait que Ethereum devrait surprendre au cours des prochains mois, au cours enfin au cours du cycle actuel, Ethereum pourrait vraiment surprendre. Donc pourquoi surprendre? Ils pensent que le marché sous-estime la probabilité que l'ETF spot Bitcoin soit validé. Le marché estime à une dizaine de pourcents, eux ils estiment à 30 à 40% ce que ça soit validé d'ici fin mai. Et surtout ils disent le marché pense que ça prendra trop de temps à être validé. C'est-à-dire même si là on va dire qu'il y a un refus de la SEC, eux ils pensent que quelques mois plus tard il va y avoir des procès etc. Et dans quelques mois on devrait finalement avoir le TF Spot Bitcoin. Il y a plein Spot Ethereum, vous m'avez compris. Coinbase, on rappelle juste qu'ils sont quand même très exposés à l'Ether de par leur solution de niveau de base qui a été construite sur l'Ether. Donc dites-vous que ce rapport quand même il est un peu biaisé parce que Coinbase, même s'ils vendent toutes les crypto-monnaies, ils ont construit leur blockchain sur Ethereum. Et ils ont justifié, d'ailleurs, vous savez, le graphe dont je vous ai montré hier sur la part de marché de Solana et la part de marché d'Ethereum au niveau du volume des exchanges décentralisés. Ils ont dit oui, effectivement, Solana a beaucoup de part de marché au niveau des DEX et ça a vraiment augmenté. Mais c'est surtout parce qu'il y a pas mal d'airdrops actuellement sur les DEX sur Solana.
et notamment Jupiter. Là, il leur reste encore trois saisons ou 3 rondes d'airdrop. Et du coup, c'est ce qui explique le volume, les gens qui sont en train de farmer les airdrops sur le DEX Jupiter. C'est ce qu'ils disent, hein. Donc bon, j'ai eu un commentaire aussi qui me disait pourquoi on voit pas Cosmos ici, je ne sais pas. Peut-être ça a été, je sais pas, peut-être ils ont choisi. Honnêtement, j'ai pas de réponse. Peut-être parce que c'est découpé en plusieurs blockchains différentes, mais je j'ai pas la réponse. Si vous l'avez, je suis preneur. Je suis preneur d'avoir des statistiques de comment les DEX Cosmos se situent ici. Dans ce graphe, on voit Solana, Ethereum, etc. Bref, il y a pas mal de choses positives sur Ethereum selon eux. Le stablecoin, ben, il y en a la majorité sur Ethereum. Il y a Tron ensuite aussi, mais la partie grise, c'est majoritairement sur Ethereum. En bleu, il y a un petit peu de Solana. Mais voilà, ça montre pour eux que l'Ether a toujours une place centrale et qu'au niveau de la finance décentralisée, il ne va pas se faire dépasser par Solana. Il montre aussi que les L2, vous savez, tout le narratif autour des L2, c'est effectivement le cas. Ça a énormément augmenté, que le nombre d'Ethers déposés sur les solutions de niveau 2 a triplé depuis le début de l'année 2023. Donc bon, ils sont très bullish sur Ethereum et voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise à la fin du mois de mai. Même c'est le 23 ou 24 mai, je pense. Donc ça va dans pas si longtemps avec la SEC qui pourrait autoriser l'ETF Spot Ether. Ensuite, on a Chainlink qui est en train de pump. Qu'est-ce qui se passe avec Chainlink? Plus 17% en 24 heures, c'est beaucoup plus que le marché. Eh bien, il vient d'y avoir la fin de l'expérimentation. Le pilote qu'a lancé Chainlink avec la DTCC, qui est un organisme financier central, on va dire, au niveau des securities, etc. Ils viennent de finir un pilote, donc une expérimentation avec plein de sociétés différentes, telles que JP Morgan, NY Mellon, Franklin Templeton et beaucoup d'autres. Donc vraiment pas mal de grosses banques qui ont fait cette expérimentation, ce proof of concept, appelez-le comme vous voulez, pour tester la tokenisation des actifs, des securities, des fonds sur la blockchain privée ou publique. Ils ont fait ça grâce au protocole CCIP de Chainlink. Donc il y a clairement un lien direct avec Chainlink, et sachant que les frais de Chainlink, les frais générés par CCIP vont être distribués d'une manière ou d'une autre aux détenteurs du token Link. Donc c'est, on va dire, pour ça que c'est perçu par le marché comme une bonne nouvelle, c'est que ça a été concluant. Ce qu'ils viennent de publier, c'est que c'était une très bonne expérimentation. On attend de voir maintenant est-ce qu'il va y avoir une mise en pratique vraiment en production. Mais voilà, on continue de voir que Chainlink est toujours vraiment très bien implanté auprès des institutionnels. Ensuite, on va parler de Bitcoin avec Bitfinity. Bitfinity d'Internet Computer, ils viennent de lancer leur Bitfinity EVM. Il va s'intégrer au Bitcoin, mais aussi permettre d'avoir une sorte de solution de niveau 2 sur le réseau Bitcoin pour lancer des smart contracts en Solidity qui permettent d'interagir avec Ordinals et les runes. Donc c'est très intéressant ce qu'ils veulent faire. Et voilà, Bitfinity, on attend de voir concrètement maintenant comment ça va se traduire, comment ça va se passer, est-ce que les gens vont vraiment utiliser tout ça. C'est lancé en grande pompe, hein, Bitfinity, mais après quand même on en a beaucoup moins parlé. Alors ensuite, cette analyse, je trouvais très intéressante sur Binance et sur les récents launchs de tokens sur Binance qui sont en baisse la plupart, plus de 80% sont en baisse. Là, il y a une analyse qui a été faite. On retrouve la écrasante majorité depuis le listing sur Binance ont baissé. Et moi, honnêtement, ça me conforte dans ma stratégie. Dès que j'obtiens airdrop, dès que j'obtiens quelque chose que j'étais en train de farmer, et ben, je le vends directement au lancement, au moins pour 80-90%. Je prends pas de risque. Je veux pas être exposé trop largement à une crypto dans laquelle je voulais pas forcément investir au début. Donc voilà, en tout cas ça confirme tout ça, et voilà, même s'il y a quelques exceptions, Celestia on a bien vu, ça a bien pump, etc. après le lancement, mais bon, globalement ça chute quand même au lancement. Et pour finir, je voulais vous parler du Bitcoin qui est aussi de plus en plus adopté par les institutionnels. Et là, on a en fait le fonds de pension du Wisconsin, donc pour la retraite des employés de l'État de Wisconsin, qui viennent en fait d'investir. Le fonds de pension investit 160 millions de dollars dans l'ETF de BlackRock. Donc c'est énorme, dans BlackRock et Grayscale. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il y a vraiment des institutionnels, des grands fonds qui sont très, on va dire, qui prennent pas trop de risques, on va dire, qui sont en train d'investir sur l'ETF de Bitcoin. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ça va être une tendance pour moi qui va continuer. On va avoir 1% du portefeuille, 0,5%. Petit à petit, les entreprises ou les institutionnels vont commencer à investir et ça va être une masse énorme d'argent qui va arriver sur le marché. C'est ce qui explique déjà les plus de 10 milliards qui sont arrivés sur les ETF spot Bitcoin.
Je pense que ce n'est que le début. Et pour moi, ça, c'est vraiment une bonne chose. Certains disent oui, mais est-ce que ça va pas être capturé par, on va dire, est-ce que le Bitcoin va pas être contrôlé ensuite par les émetteurs de ETF? Non, ma vision, non. Il y a pas plus de pouvoir quand on a plus de Bitcoin que pas beaucoup de Bitcoin. Le pouvoir, il est pas là, il est au niveau du consensus. Il n'y a pas de droit de vote sur le Bitcoin. On n'est pas sur de l'Ether, par exemple, où il y a du proof of stake, où plus vous stakez de l'Ether, plus vous avez le droit de faire un certain nombre de choses. Si vous avez plus de 33% de tous les Ethers, ça commence à être problématique. Vous pouvez causer du tort au réseau. Sur le Bitcoin, on n'est pas à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Si vous voulez vous former à la finance décentralisée ou comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos, je vous propose une formation. Le lien est dans la description. Je vous dis à très vite. Au revoir.